Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Guelleh, avait regagné hier le pays à l'issue de sa participation au sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 300 000 Palestiniens retournent dans leur maison au Proche-Orient, on le verra en fin de journal. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une dans l'actualité, je vous le disais, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait regagné hier le pays en début de soirée à l'issue de sa participation du 27 au 28 juillet au sommet africain sur l'énergie qui a eu lieu à Dar es Salaam en Tanzanie. Ce sommet servit d'emblée d'occasion renouvelée pour les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique pour réaffirmer la détermination de leur pays d'accéder au regard des conséquences négatives posées par le phénomène du changement climatique en format suffisant des ressources énergie renouvelables. Cette rencontre a pris ensuite les contours d'une plaidoirie générale d'appui à la réalisation définitive de la mission 300, l'initiative visant à résorber en partie la fracture énergétique sur le continent par le biais d'électricité à quelques 300 millions de ressortissants africains d'ici 2030. Et c'était dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a également, président en exercice de l'IGAD, avait participé hier aux côtés de plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent africain au sommet Mission 300 qui s'est tenu au Centre international Julius des conventions de la ville de Dar es Salaam dans la République unie de Tanzanie. Eh bien, ce sommet constitue une initiative d'espoir dans le domaine de l'énergie pour le continent africain. Il s'agit là pour les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les experts du secteur réunis d'accélérer un processus ambitieux visant à fournir de l'énergie propre, abordable pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Ce sommet Mission 300 est un rendez-vous stratégique pour l'avenir énergétique du continent africain autour d'une vision commune, assurer l'Afrique une indépendance énergétique durable. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné d'une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younes Ali Guedi, notre ambassadeur en Tanzanie, mais résident au Kenya, Yassine Al-Mibouh, notre représentant de l'Union africaine, également ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mahmoud Haïbé, et de la conseillère diplomatique, l'ambassadrice Madame Fathi Jam Oudine. Eh bien, dans son discours lors du sommet, le chef de l'État a rappelé que la question énergétique constitue un enjeu vital pour l'Afrique. Il a insisté sur la nécessité de transformer l'autonomie énergétique de l'Afrique. Mohamed Abdelrahman. Dans son discours, le président Guelleh a rappelé que la question énergétique constitue un enjeu vital pour l'Afrique. Il a insisté sur la nécessité de transformer l'autonomie énergétique de l'Afrique d'une aspiration en une réalité immédiate. Selon lui, l'avenir du développement africain repose sur une énergie fiable, durable et équitable. Le président a mis en lumière les avancées de Djibouti dans ce domaine, citant notamment que 85% des besoins énergétiques du pays sont couverts par des sources renouvelables. Cela inclut le parc éolien de Goubet qui produit actuellement 60 MW avec des perspectives d'expansion et l'importation d'hydroélectricité d'Éthiopie. Il a également annoncé l'inauguration prochaine de la première centrale solaire du pays au Grand Bara avec une capacité initiale de 25 MW et souligné les projets en cours pour développer des solutions géothermiques, marémotrices et de biomasse. Cependant, il a dénoncé les défis auxquels font face les pays africains, notamment le manque de soutien financier concret de la communauté internationale malgré les promesses faites pour aider le continent à relever les défis climatiques. Nos États s'endettent considérablement pour mettre en œuvre des stratégies énergétiques résilientes, tandis que le soutien financier promis demeure largement théorique, a-t-il déclaré. Le président Guelleh a également plaidé pour un nouvel ordre économique international plus équitable, adapté aux besoins spécifiques des pays africains.
Et toujours en marge du sommet Mission 300 qui s'est tenu en Tanzanie, le chef de l'État et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar a eu un entretien avec son homologue, le président du Comore, Azali Assoumani. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar à l'issue de sa participation, a indiqué que les voies et moyens de renforcer davantage la fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été également au centre de discussion entre les deux chefs d'État. Eh bien, ces entretiens ont une importance particulière pour réaffirmer les liens séculaires tissés par le fil de l'histoire, la proximité géographique et une communauté de valeurs de langues communes qui unissent les peuples djiboutiens et somaliens. Rappelons que cette rencontre a permis de retirer l'engagement des deux nations à œuvrer ensemble autour d'une vision commune pour atteindre une indépendance énergétique durable pour les deux chefs d'État. Toujours en marge du sommet Mission 300 qui s'est tenu en Tanzanie, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar a eu un entretien avec son homologue, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Rappelons que les voies et moyens de renforcer davantage les liens et la fraternité d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été également au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Ces entretiens ont une importance particulière pour réaffirmer les liens séculaires tissés par le fil de l'histoire, la proximité géographique et une communauté de valeurs, de langues communes qui unissent les peuples djiboutiens et somaliens. Rappelons que cette rencontre a permis de retirer l'engagement des deux nations à œuvrer ensemble autour d'une vision commune pour atteindre une indépendance énergétique durable pour les deux pays. Sans plus tarder, écoutons l'interview du ministre de l'Énergie. Je tiens à préciser que c'est un sommet des chefs d'État africains et dont l'objectif est d'électrifier 300 millions d'Africains les 5 prochaines années. Ce sommet de Dar es-Salaam a ramené à la table des négociations, mais aussi de renforcement des partenariats stratégiques avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui ont co-organisé avec le gouvernement tanzanien de ce sommet africain. Ce sommet africain est très très important au vu de nos concitoyens et de nos peuples africains. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui nous connaissons que plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Nous avons à nous un taux d'éducation nationale de plus de 65 à 70%, avec les projets de grande envergure menés par l'électricité de Djibouti, le projet PED d'éducation durable, que nous avons couvert toute la partie, tous les quartiers de la ville de Djibouti, mais aussi les 5 régions. Ce projet couvre 14 000 familles, soit 100 000 Djiboutiens. Et le projet va prendre fin le 31 mars 2025 et nous espérons encore faire d'autres projets d'envergure pour électrifier et pour augmenter le taux d'accès à l'électricité de nos concitoyens. Ceci dit, l'objectif aussi de cette mission 300 qui a été créée aujourd'hui, que Djibouti est membre à part entière, car le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, présent à ce sommet en personne, a signé à l'instar des autres présidents africains cette déclaration des 5 prochaines années qui a objectif d'électrifier et de ramener l'électricité dans les foyers de plus de 300 millions d'Africains. C'est un challenge pour les 5 prochaines années pour l'Afrique, c'est un challenge pour tous les chefs d'État et les gouvernements des pays africains, c'est un challenge aussi pour la Banque africaine de développement et la Banque mondiale parce que cela nécessite plusieurs dizaines de milliards de dollars pour pouvoir investir, mais aussi c'est un challenge d'approcher les gouvernements des pays africains et les institutions continentales, mondiales, mais aussi les partenariats privés, car ces objectifs doivent être réalisés qu'avec un appui du partenariat public-privé pour pouvoir électrifier toute l'Afrique et atteindre ces objectifs pour les 5 années à venir. Retour à Djibouti, où, conformément à l'article 52 de la Constitution de l'Assemblée nationale de Djibouti, s'est tenue aujourd'hui la 4e séance publique de la 2e session ordinaire du Parlement pour l'année 2024 de la 9e législature. Eh bien, cette séance, présidée par son Excellence, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires.
Après l'ouverture de la séance, du président de l'Assemblée nationale a invité les rapporteurs des commissions à présenter leur rapport sur le projet de loi préalablement examiné en travaux de commission. Cette séance plénière a été consacrée principalement à l'examen et à l'adoption de plusieurs projets de textes législatifs relatifs aux comptes financiers des établissements publics. Le projet de loi numéro 137 de l'année 2024 de la 9e législature et approbation des comptes financiers de l'Office national des eaux et de l'assainissement, le projet de loi numéro 139 qui est l'approbation des comptes financiers de la société immobilière d'aménagement foncier, le projet de loi numéro 144 qui est l'adoption des comptes financiers de l'imprimerie nationale de Djibouti pour l'exercice 2023, le projet de loi numéro 144 de l'année 2024 de la 9e législature, qui est l'approbation des rapports financiers de la CAM pour l'exercice 2023, le projet de loi numéro 145 de l'année 2024 de la 9e législature, qui est l'approbation des comptes financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'exercice 2022, le projet de loi numéro 146 de l'année 2024 de la 9e législature qui est l'approbation des comptes financiers de la radio-télévision de Djibouti pour l'exercice 2023, le projet de loi numéro 147 qui est l'approbation des comptes financiers de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle pour l'exercice 2023. Ainsi, le projet de loi numéro 148 qui est l'approbation des comptes financiers de l'Agence nationale pour la promotion des investissements sous son acronyme l'ANPI pour l'exercice 2019 et 2022. Et enfin, le projet de loi numéro 152 de l'année 2024 de la 9e législature qui est l'approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2022. La représentation nationale, dans le cadre de leur mission de contrôle de l'action gouvernementale et gardienne de l'intérêt général et garante de la rigueur budgétaire, ont interrogé l'exécutif sur des enjeux fondamentaux liés à la gestion comptable, aux performances financières, aux défis structurels, aux perspectives d'amélioration des établissements publics. Face aux interrogations, les membres du gouvernement ont rapporté des réponses précises et constructives et les efforts considérables déployés par les institutions. À l'issue des votes favorables des parlementaires et l'adoption du texte des lois inscrites à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a tenu à remercier l'ensemble des parlementaires dans la conduite des travaux de ces commissions. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi cette conférence qui s'est tenue à l'Université de Djibouti, qui a organisé hier dans la salle de conférence de l'Université de Djibouti un événement marquant consacré au Conseil local de développement. Cette conférence a rassemblé des acteurs clés autour des thématiques essentielles telles que l'éducation, la santé et d'autres secteurs cruciaux pour le développement du pays en partenariat avec l'ambassade de France. En présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, la rencontre a vu la participation des personnalités influentes, notamment le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, l'ambassadrice de France à Djibouti, Madame Dana, le secrétaire général du MELFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, ainsi que le directeur général du CHU de Djibouti, et ainsi que des experts de différents domaines qui ont également enrichi les discussions par leur contribution. L'objectif principal de cette conférence était d'explorer les moyens de renforcer le système éducatif. Heureuse et émue d'être parmi vous, d'abord parce que je sais qu'on va avoir un débat intéressant et que vous allez me poser des questions et vous allez me donner beaucoup d'idées, donc je vous remercie par avance. Je suis également ici pour faire un tout petit peu de réflexion de temps en temps, m'arrêter de me dire pourquoi on fait tout ça en fait, pourquoi on est dans la coopération et qu'est-ce qui fait que la France travaille dans la coopération à Djibouti. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale ainsi que le président de l'Université de Djibouti ont rappelé l'objectif principal de cette conférence qui est de rencontrer et d'explorer les moyens de renforcer le système éducatif et sanitaire. Écoutons-les. L'éducation nationale, nous avons rédigé et mis en place un plan stratégique 2021-2035 qui donne les grandes orientations et les attentes de notre système éducatif. Et aujourd'hui, au bout de 4 ans de mise en œuvre, pour son premier plan quinquennal, nous avons réalisé des réalisations qui sont aujourd'hui très importantes et qui ont placé les systèmes dans une phase de transformation profonde.
Pour la République de Djibouti, les défis liés au développement ne manquent pas. Les autorités politiques, dont représente aujourd'hui le ministre de la Santé, vous en diront davantage. Toutefois, pour l'Université de Djibouti, c'est avant tout un instrument de formation et de transmission des savoirs aux jeunes générations et qui accueille cette année plus de 11 000 étudiants. De son côté, le ministre a indiqué que cette conférence s'inscrit dans une dynamique de partenariat stratégique entre Djibouti et la France, notamment la coopération en matière de formation santé. Depuis le Covid-19, le monde, bien sûr Djibouti aussi, subit ou bien est confronté à des défis globaux. Mais heureusement, Djibouti, sous la vision éclairée du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, nous avons énormément d'opportunités. Nous avons un capital humain, des ressources humaines. Nous avons un certain nombre d'atouts pour relever ces défis-là. Et toujours dans le domaine éducatif, où l'école d'excellence a eu l'honneur d'accueillir une délégation de haut niveau composée, entre autres, des responsables du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, ainsi que des représentants du Conseil local de développement français. Cette visite de marque par la présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, a été conduite par M. Éric Echevrol, conseiller de coopération de l'ambassade de France. Les visiteurs ont été chaleureusement accueillis par M. Rachid Abdillahi Miguel, proviseur de l'établissement. Au programme, une visite des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont mis en lumière le dynamisme de l'excellence des formations proposées. Les membres du ministère de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères français ont également participé à cet échange, soulignant l'importance des collaborations entre la France et Djibouti. Rappelant que cette visite témoigne de l'engagement des autorités djiboutiennes françaises envers l'école d'excellence. Des autorités djiboutiennes et françaises envers l'école d'excellence, un véritable modèle éducatif qui forme les élites de demain et favorise leur insertion. Et c'était aujourd'hui qui a eu la cérémonie d'accueil, l'escorte du bateau catamaran à Djibouti. Rappelons le catamaran Spirito del Stello est bien plus qu'un simple navire. Il incarne la vision d'un monde ouvert, connecté, où les différences sont une richesse, où l'échange d'idées et de traditions se fait dans le respect mutuel. Participation du commandant de la garde-côte. Cet événement avait pour objectif de favoriser un environnement où toutes les cultures d'origine identifiées sont respectées et valorisées. Ainsi que d'autres corps et des responsables sont présents pour la cérémonie d'accueil du catamaran Spirito del Stello. Après ça, la direction générale de la garde-côte 6 à l'Escale a abrité la cérémonie officielle d'un accueil du nouveau catamaran Spirito del Stello, un symbole de notre engagement à promouvoir l'inclusion des échanges culturels à travers des initiatives maritimes. Cet événement marque une étape importante pour renforcer les liens entre les communautés locales et internationales en favorisant le partage des valeurs humaines et culturelles. Le catamaran Spirito del Stello est bien plus qu'un simple navire. Il incarne cette vision d'un monde ouvert, connecté, où les différences sont une richesse, où l'échange d'idées et de traditions se fait dans le respect mutuel.
Cette cérémonie a vu la participation du commandant de la garde-côte, le colonel Waes Omar Bokoré, le directeur général de l'ANPH, le colonel de la Marine nationale, des ambassadeurs des pays voisins, des différents corps, ainsi que d'autres responsables qui sont présents pour la cérémonie d'accueil du catamaran Spirito del Stelo avec un personnel navigant majoritairement en situation de handicap. Cet événement avait pour objectif de favoriser un environnement où toutes les cultures d'origine identifiées sont respectées et valorisées. Cette initiative qui marque un tournant pour l'engagement envers un avenir plus inclusif et diversifié. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où la gendarmerie nationale a accueilli du 20 au 24 janvier une mission d'évaluation de la 3e rotation des contingents de la FPU de la gendarmerie menée par 2 examinateurs des Nations Unies, à savoir M. Bem Emmanuel et M. Yaba Youa. Cette évaluation a été un moment clé pour évaluer la préparation et les compétences des membres de la FPU tout en garantissant leur capacité à remplir leur mission de maintien de la paix à l'international. Les épreuves de cette mission d'évaluation ont couvert plusieurs domaines essentiels tels qu'un test linguistique, un entretien opérationnel, une évaluation de la conduite, le maniement des armes, des séances de tir à la fin de la semaine, un exercice complexe de maintien et de rétablissement de l'ordre public a été organisé permettant d'évaluer les compétences opérationnelles des membres de la FPU dans des situations réalistes et dégradées. En marge de ces activités, les examinateurs ont rencontré le chef d'état-major de la gendarmerie djiboutienne avec lesquels ils ont partagé un compte rendu détaillé de la mission soulignant les résultats positifs obtenus au cours de cette évaluation. Cette mission a été saluée comme un grand succès. Le professionnalisme et le niveau d'engagement de l'unité. Les examinateurs ont quitté Djibouti le 25 janvier dernier à 19h après avoir remis un rapport d'évaluation très favorable. La réussite de cette mission renforce la position de Djibouti en tant que partenaire stratégique dans les opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. De mission le 7 février prochain en remplacement de celles actuellement sur place dans le cadre d'une rotation. Sport à présent, où aujourd'hui a été clôturé le dernier module de la formation de licence A pour les entraîneurs au Sheraton Hotel. Eh bien, cette formation en licence programme d'envergure a été commencée l'année dernière. Il a été étalé sur plusieurs modules et sur plusieurs mois. La cérémonie de clôture a été parrainée par le premier vice-président et président par intérim de la Fédération djiboutienne de football, M. Mouhiaddine, et c'est en présence du directeur des sports, Abshir Hassan, et du secrétaire général du comité national olympique, Faisal Abdurrahman, ainsi que des hauts responsables de la fédération.
Et voici les propos du directeur des sports, M. Abshir Hassan. Cette occasion pour dire merci à la Fédération djiboutienne de football pour l'hospitalité, pour l'accueil, pour l'organisation et aussi pour la participation active de tout le monde. Donc, dans l'objectif de réussir ce stage pour l'obtention de la licence A CAF, et franchement, je vous le dis, merci votre président parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des pays maintenant qui sont en train d'attendre et des grands pays sans citer les noms pour la réalisation de ce stage à ce type-là. Que je parle au nom du secrétaire d'État chargé de sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil. Je l'ai informé ce matin avant de venir ici et il vous félicite. Il vous félicite par rapport à la réussite de cette formation et d'avoir autant de cadres djiboutiens qui sont ici aujourd'hui pour avoir la distinction ou bien l'attestation de la licence CAF. Et je tiens à souligner la finalité, c'est soit entraîner les sélections nationales, soit prendre en charge les clubs de première division, deuxième division, troisième division, soit vraiment travailler dans le programme de développement du football depuis la base, les opérations de détection, de formation, de suivi. Mais nous nous sommes battus pour que vous soyez aujourd'hui ici parce que vous êtes couvert par un décret présidentiel signé en personne par le président de la République. La formation pour l'obtention de la licence CAF, FIFA, fait partie du sport de haut niveau, des élites. Donc dans ce sens, les institutions étatiques, privées, parapubliques, etc., ont l'obligation de se soumettre par rapport à ces décrets et de libérer les techniciens djiboutiens qui œuvrent pour le développement du sport de façon générale, mais également pour le football. Dans l'actualité internationale, à Gaza, les Palestiniens déplacés de force retrouvent ce qu'il reste de leur maison dans le nord de Gaza pour la première fois depuis plus d'un an. Ferdous Hussein. Plus de 300 Palestiniens déplacés de force retrouvent ce qu'il reste de leur maison dans le nord de Gaza pour la première fois depuis plus d'un an. Le nord de Gaza est dévasté, mais pas le moral des Palestiniens. Des centaines de milliers de Palestiniens ont commencé à retourner dans le nord de l'enclave et dans leurs maisons détruites avec un moral au beau fixe. Des centaines de Palestiniens déplacés par la guerre génocidaire d'Israël ont commencé à rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza. Les Palestiniens de la ville de Gaza, dont beaucoup ont fait le voyage du retour vers le nord depuis hier, font la queue pour obtenir de la nourriture et d'autres produits et formes d'aide auprès des agences de secours. Mais les ressources sont rares malgré les efforts des organismes humanitaires. L'aide n'est pas encore à la hauteur d'immenses besoins de la population. Le système de santé est totalement détruit alors que le nombre de blessés est passé de 111 000 personnes depuis le 7 octobre. De plus, l'élimination des obus non explosés dispersés parmi les maisons prendra des années, ce qui risque d'entraver la reconstruction et la vie quotidienne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Place de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.